Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de lundi soir. Donc aujourd'hui on va parler de Black Studies avec Norman Ajari, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonsoir Norman. Bonsoir. Autour notamment de son dernier livre, il avait écrit La dignité ou la mort à la découverte en 2019, qui avait été beaucoup commenté à la fois dans le milieu universitaire que dans le milieu politique, et aujourd'hui, en 2021, dans les éditions Divergence, Noirceur, race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXIe siècle. Livre absolument passionnant. Et justement, aujourd'hui, on avait envie de passer du temps à discuter avec toi, notamment dans l'espace public qui est assez pathologique sur ces questions, et en particulier avec une espèce de crispation, de fascination, de focalisation autour de la question du wokisme. Par exemple, les débats, le dernier colloque à la Sorbonne l'a encore démontré. Enfin bref, on va revenir évidemment sur ce contexte politique qui est absolument particulier, et l'idée c'est d'avoir un entretien avec toi à la fois sur ton projet philosophique, mais aussi bien sûr sur les implications politiques de ce projet. Alors peut-être en première question élémentaire, c'est de nous redire ce que tu as voulu faire avec ce nouveau livre. Quelle était un peu ton intention? Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. L'objectif de ce livre était essentiellement d'introduire dans l'espace public francophone, disons, un certain nombre de questions, un certain nombre de textes, de concepts qui, me semble-t-il, pourraient être profitables à cet espace public. Pourraient être profitables dans le sens où leur absence me semblait problématique. L'absence essentiellement d'une certaine pensée héritée de la tradition radicale noire était très souvent absente des discussions. Tu as évoqué cette affaire de wokisme, ces débats autour du wokisme. Le terme qui est au centre du colloque en question à la Sorbonne, qui attaque le wokisme, qui attaque l'islamo-gauchisme, etc., c'est la notion de déconstruction. Et même les propos de Blanquer à propos de la French Theory, etc., qui serait le virus auquel il faudrait apporter un antivirus, se focalisent sur la pensée française, comme si cette affaire était essentiellement une affaire franco-française une espèce de version pervertie de l'Amérique, que l'Amérique aurait perverti la pensée française, que la pensée française aurait en elle-même déjà une espèce de dimension maligne que l'Amérique aurait démultipliée, aurait intensifiée. Et dans ces questions-là, on fait finalement comme s'il n'y avait pas de pensée africaine-américaine sur la question raciale autonome. Moi, c'est plutôt cette dimension-là qui m'importait et qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt, non pas ce qui hérite directement de Derrida, de Foucault, de Deleuze, mais ce qui hérite de la tradition radicale noire en tant que telle, avec évidemment quelques petites influences, mais beaucoup moins intenses et beaucoup moins importantes qu'on pourrait l'imaginer. Ce qui m'importait, c'était d'introduire le public francophone à une réflexion qui place les intérêts des populations de la diaspora noire en leur cœur et en leur centre. Et qui élabore une théorie à partir de ça, qui utilise, disons, les outils de la philosophie sociale, de la théorie critique, pour réfléchir les intérêts des populations noires. Et au-delà d'un certain nombre, disons, des seuls types de doctrines, et des seuls types de pensées qui ont fait un petit peu leur place dans l'espace public francophone, c'est-à-dire celle du black feminism, il s'agissait de montrer qu'à travers la théorie critique de la race, à travers le mouvement comme l'afro-pessimisme, à travers un mouvement comme les Black Male Studies, il y avait beaucoup d'autres discours. Une richesse de cette pensée, de ces débats à l'intérieur des études noires aux États-Unis et dans le monde, auxquels on ne fait absolument pas droit. D'une certaine façon, dans un monde parfait, si vous voulez, dans un colloque contre le wokisme, on aurait un tas de gens qui étudient ces textes pour les critiquer, qui les attaquent à partir, si vous voulez, d'une espèce d'archéologie ou de généalogie de tous ces textes, mais évidemment, ils ne le font absolument pas. Le truc, c'est de faire, les adversaires en France du wokisme ne bossent absolument pas, ils s'en foutent complètement, ils font absolument pas le travail, ce sont des clichés sur des clichés,
Ils n'ont aucune idée de ce qu'est en fait la pensée africaine-américaine dans son actualité vivante et comment dire, des affects qui l'animent et des projets politiques qui les sous-tendent. Tout ça n'est absolument pas discuté, alors bah, il fallait bien que quelqu'un s'y colle, je pense, et peut-être voilà, que ça permettra de sortir d'une certaine façon de cette espèce de débat extrêmement appauvri dans lequel on est enfermé dans cette opposition entre la déconstruction, la French Theory et les Lumières, etc. L'espèce d'universalisme kantien, enfin voilà, le même vieux débat qu'on a depuis Luc Ferry et Alain Renaud dans les années 90. On semble ne pas vraiment être sorti de là. Je pense que ça apporte un petit peu de sang là. Mais alors justement, on reviendra peut-être après sur ton interprétation de cette espèce d'hystérie française sur ces questions-là. Mais d'abord, alors ce qui était un peu à la fois passionnant et décontenançant pour nous en préparant l'entretien, c'est que en fait dans Noirceur notamment, tu présentes énormément donc différentes tendances, différentes pensées au sein de la pensée critique noire, mais auquel en fait on n'a pas accès. Enfin, tu l'expliques assez bien, les 3/4 des textes sont même pas traduits et tout ça. Et donc, forcément, c'est un peu une espèce de continent de pensée qu'on se retrouve à devoir découvrir comme ça. Et donc, est-ce que tu pourrais commencer, enfin, le livre s'articule énormément autour de l'afro-pessimisme. Est-ce que tu pourrais un peu donner les grandes lignes de ce qu'est la pensée afro-pessimiste et la raison pour laquelle toi tu y es attaché, ou du moins suffisamment pour prendre le temps et le soin de l'exposer au public français? Oui, bien sûr. Alors, l'afro-pessimisme, c'est... D'abord, il faut prendre une petite minute pour parler du terme. À la base, ce terme d'afro-pessimisme, c'est un terme assez dépréciatif, ou en tout cas, c'est un terme piégé, puisque c'est, disons, originellement, ça désigne une doctrine qui affirme l'incapacité pour le continent africain d'entrer dans la modernité, de s'approprier l'économie de marché et la démocratie libérale. En somme, c'est ça, à la base, si j'ose dire. C'est une espèce de tendance extrêmement conservatrice, pour ne pas dire raciste, des études internationales et des études africaines. Ce terme, à travers un certain nombre de transformations et de réappropriations que je présente dans le livre, mais qui ne sont pas les plus intéressantes à discuter maintenant, on est venu à désigner complètement autre chose dans la théorie critique africaine-américaine contemporaine. Complètement autre chose qui, pourtant, je n'y incite pas beaucoup dans le livre, mais ça m'importe, n'est pas inédit. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas pour les Africains-Américains, pour les Noirs de la diaspora en général, d'espoir, d'égalité, d'émancipation, de libération, dans les conditions des nations, des États-nations à majorité blanche. Que le progrès, l'avancée du progrès, a quelque chose d'une illusion, et que si l'égalité est une chose qui nous importe, ce ne sera pas dans ces conditions-là qu'elle sera réalisée. Je dis c'est une vieille théorie, c'est-à-dire que c'est le constat, le diagnostic qui a guidé tout un tas de mouvements et d'efforts politiques, intellectuels africains-américains depuis des siècles. Le Back to Africa de Marcus Delany, de Marcus Garvey, de Martin Delany, Marcus Garvey, tous les projets de nationalisme noir, de fonder, qui était un truc important, y compris pour les panthères noires, qui était un truc important même à un certain moment donné dans un projet envisagé au sein même du Parti communiste des États-Unis, du CPUSA, même eux l'ont envisagé, de fonder un État dans la Black Belt aux États-Unis, en disant il n'est pas possible d'attendre un comportement réformé de cette société blanche et de cet État. Je pense que cet état d'esprit qui était, sinon prévalent, en tout cas assez intense, pendant
disons, jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. C'est un esprit qui a poussé, des organisations politiques comme celle de Garvey, puis après comme les Black Panthers. Disons, à la fin de ce moment du Black Power, dès que ce moment du Black Power est terminé, dès qu'un certain nombre de maires noirs commencent à accéder aux plus hautes fonctions, disons après tous les événements qui suivent l'assassinat de Martin Luther King, le projet assimilationniste est devenu véritablement prévalent. Et je pense que l'émergence d'un mouvement comme l'afropessimisme, c'est un petit peu le retour du refoulé. C'est-à-dire que c'est un courant qui pousse vraiment cette notion de pessimisme à l'égard du monde blanc à son paroxysme. Mais je pense que c'est le cas parce que ce pessimisme qui a été un ingrédient fondamental de la tradition radicale noire pendant très longtemps a été mis sous le boisseau pendant une quarantaine d'années, pendant les 40 dernières années environ. Ce que dit l'afropessimisme, c'est que les personnes noires sont intrinsèquement déshumanisées. Elles sont privées de l'humanité, elles sont privées de leur humanité. Parce qu'elles sont l'autre de l'humain. Elles sont ce à travers quoi l'humanité s'affirme. Les choses n'existent que par contraste, n'existent que par leur différence avec d'autres choses, selon les afropessimistes. La lumière n'existe que dans son contraste avec l'obscurité. L'humanité, pour sa part, selon les afropessimistes, et notamment l'humanité moderne, émerge dans son contraste et dans sa différence d'avec l'esclave. Et l'esclave est aussi et en même temps le nègre. Et le nègre, dans ce monde moderne qui est le nôtre, c'est une espèce de créature assez singulière, parce qu'elle est au-delà de la question de la race, d'une certaine façon. Elle est au-delà de la question de la race, en un sens bien spécifique, qui est que elle est cet être auquel chacun peut recourir pour affronter sa propre humanité. Pas seulement les blancs, mais n'importe qui. Les afropessimistes substituent la ligne de fraction, la ligne de frontière du noir contre le non-noir à celle de l'antiracisme radical classique, qui est celle du blanc contre le non-blanc. Pour les afropessimistes, l'événement fondamental qu'il s'agit de comprendre, et qui est structurant de l'existence même de quelque chose comme une humanité, c'est l'anti-noirceur comme affirmation d'une humanité par opposition à l'être le plus abject qui ait jamais existé. Cette espèce de créature qui a été choisie avec évidence pour être réduite en esclavage. Frank Wilderson, qui est, je pense, la figure de proue de la pensée afro-pessimiste, fait cette remarque, qui, soit dit en passant, était quasiment de la même manière déjà faite en Haïti en 1814 par le baron de Vathek, qui était sans doute le premier grand intellectuel, critique, radical haïtien. Donc au début du 19e siècle. Il fait à peu près la même remarque. En tout cas, il pose cette question bien étrange, puisque, évidemment, la théorie, de la noirceur, la théorie de la condition noire que posent les afro-pessimistes est assez différente d'autres théories, notamment des théories marxistes, etc. Elle pose une question que les théories marxistes et d'autres théories auxquelles elles sont bien en peine de répondre. Puisqu'on peut comprendre historiquement la genèse de l'esclavage, son utilité, la nécessité des plantations, etc. Ce qui est très difficile à comprendre, c'est pourquoi les nègres. Ça, c'est la question sur laquelle on bute. Un historien, duquel s'inspire Wilderson, qui s'appelle David Eltis, a dit qu'il aurait été très simple pour les royaumes européens d'aller chercher des vagabonds qui les emmerdaient, qui pouvaient causer des jacqueries dans les abords des rivières, dans les clairières où ils se regroupaient au Moyen-Âge, de les foutre dans les cales des bateaux et de les envoyer en Amérique pour les soumettre au travail forcé. Mais c'est une forme de violence à laquelle
ces souverains n'auraient pas pu imaginer, une violence qu'ils n'auraient pas pu imaginer faire subir à leurs propres pauvres. Ils n'auraient pas pu imaginer que un bébé européen pouvait naître esclave. Mais c'est la condition à laquelle vont être soumis, la condition de, comment on dit en anglais, chattel slavery, l'esclavage des biens meubles. C'est la condition à laquelle vont être soumis les nègres. Les bébés naissent esclaves. L'idée que les Africains pourraient être choisis comme la population réservoir qui pourrait être soumise aux pires atrocités, aux pires violences, dès le transport dans la cale jusqu'à l'installation dans les plantations, ça reste une espèce d'énigme. Et cette énigme, les afro-pessimistes la résolvent en recourant à l'hypothèse, qui est une théorie, c'est-à-dire, c'est une postulation. Nous sommes face à cette espèce de récurrence, d'histoire interminable, interminée de l'anti-noirceur, de la violence négrophobe. Qu'est-ce qu'il explique? Il faut bien faire une hypothèse, et leur hypothèse, c'est l'existence d'un vaste inconscient anti-noir, comme ils le disent. C'est-à-dire une économie libidinale, une économie du désir, donc, où la violence, le désir d'appropriation, tout ça font partie du monde de l'esclavage, du monde de la plantation. Tout cela produit une jouissance chez ceux qui sont capables d'entrer dans ce rapport contrasté, dans ce rapport oppositionnel au noir, produit chez eux une jouissance, un plaisir, une satisfaction, et les ancre dans l'humanité. Voilà, en gros, il y aurait encore pas mal d'autres choses à dire, évidemment, mais voilà en gros une sorte de petite trame de l'argument afro-pessimiste comme je le reconstruis dans le livre. Je me permets juste de redoubler un tout petit peu ce que tu as dit, c'est que ce qui est, en français, en général, quand on parle de quelqu'un de pessimiste, on pense quelqu'un un peu de déprimé. Non, mais c'est vrai, c'est ça que ça évoque. Oui, oui. Et là, ce que contient l'idée, le concept de pessimisme, donc d'afro-pessimisme, c'est donc qu'il n'y a rien à attendre du pouvoir blanc, de l'État-nation, etc., etc. Et donc, c'est pas du tout une position déprimée, c'est une position qui revendique de ne plus rien attendre de l'ordre établi. Lucide même. Absolument, oui, c'est ça. C'est ça, et d'ailleurs, il y a une ligne... Il y a des oppositions à l'intérieur même du mouvement. J'ai rencontré la deuxième tête pensante du mouvement, Jared Sexton, quand j'enseignais encore en Pennsylvanie. On a discuté un petit peu, il parlait d'un autre ouvrage qui est un ouvrage assez influent et qui est souvent associé à l'afro-pessimisme. C'est le livre de Calvin Warren, Ontological Terror. Et Ontological Terror, c'est un livre assez influencé par Heidegger. Et à la fin, Calvin Warren dit, en gros, nous n'avons rien à attendre du monde, etc., etc. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avoir de l'endurance. Avoir de l'endurance par rapport à ce monde-là. Et Sexton dit, mais c'est n'importe quoi. Absolument pas. Il faut détruire le monde. Il ne faut pas avoir de l'endurance par rapport au monde. Le but, c'est la fin du monde. Pas d'attendre comme ça. Donc, il y a différentes tendances, si vous voulez. Il y a cette espèce de stoïcisme, disons, qu'on trouve chez un auteur comme Calvin Warren. Mais chez les afro-pessimistes, il y a véritablement l'idée, le projet qui... C'est pour ça que j'essaie de reconstruire cette généalogie avec la tradition radicale noire, qui vise à dire que oui, il faut détruire le monde. En fait, étant donné la structure économique globale, tous les projets, je dirais, panafricains, tous les projets d'unification et d'autonomisation politique, diplomatique, économique de l'Afrique, ce sont des projets de fin du monde, à mon avis. Ils remettent tellement tout en cause que c'est une manière de concevoir une certaine forme de fin du monde. En tout cas, cette idée que, oui, le projet fondamental, ils reprennent ça d'une formule de Frantz Fanon que Frantz Fanon lui-même emprunte à Césaire et qu'il utilise plusieurs fois dans son œuvre. Que voulons-nous, la fin du monde par bleu? Voilà, c'est comme ça que Césaire le dit et Fanon le reprend. La fin du monde par bleu, c'est une espèce de signifiant vide
mais en même temps un signifiant vide qui nous oriente un peu affectivement vers quelque chose de particulier. Souvent, les critiques de l'afro-pessimisme se foutent un peu de leur gueule, ou bien en tout cas, ils sont un petit peu ironiques. Bon, qu'est-ce qu'on nous vend là, la fin du monde? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi, ça va pas chercher bien loin, ça mange pas de pain. Bon, c'est un... Comment dire? Déjà, dans la tradition radicale noire, c'est pas bien nouveau, mais surtout, quand on a d'autres auteurs, les auteurs que... Voilà, ceux qui sont les plus populaires, je vais pas forcément mentionner de nom, mais dans les auteurs africains-américains, qui n'ont que l'espoir en bouche, qui ne parlent que de lendemain glorieux, de la victoire de l'amour, ce sont des signifiants absolument vides également. Mais on ne pose pas de questions selon le fait que ce serait peut-être un petit peu trop creux ou un petit peu insatisfaisant comme projet. Parce que ce signifiant vide-là oriente, disons, les libéraux vers des sentiments qui leur plaisent et qui leur conviennent. La fin du monde, que prônent les afro-pessimistes, c'est aussi un signifiant vide, mais il crée des ponts avec des choses un petit peu différentes. Comme je disais, il crée des ponts avec le panafricanisme, il crée des ponts avec le Fireburn Babylon des Rastafari, il crée des ponts avec des choses qui, à mon avis, sont un petit peu plus intéressantes et surtout qui nous mettent face au caractère global, douloureux et absolument hostile de la négrophobie à laquelle on doit s'affronter. Donc moi, je suis plutôt un défenseur de l'idée que ce projet de fin du monde des afro-pessimistes, d'une part, c'est pas un truc, c'est comme tu disais, c'est pas un truc de dépressif mollasson, mais c'est aussi quelque chose qui peut être rempli dans la pratique et qui peut, inspirer tout un tas d'actions, d'activités politiques, sociales, etc. Du coup, on comprend un peu mieux pourquoi il y a un certain nombre de résistances politiques vis-à-vis de ces courants théoriques qui précipitent cette fin de monde. Je vais peut-être poser une question un peu naïve, quoi, parce que une des choses, moi, qui m'a passionné dans cette lecture, c'est que ça a objectivé mon absolu non-savoir. C'est-à-dire que 90% des références, je les connais pas. Et du coup, ça fait de toi aussi un passeur important, en fait, pour qui veut prendre sérieusement cette question en charge, quoi. Et peut-être ma question, c'est comment on peut expliquer que la difficulté d'un certain nombre d'auteurs à accéder dans cet espace public francophone. On voit qu'il y a des auteurs qui ont vraiment qui ont l'affiche, hein. Je pense à Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Angela Davis, etc. Et qu'est-ce qui fait que ces auteurs-là vont effectivement accéder, vont être lus, vont être commentés et eh bien, moi, je pense, oui, pas loin de 90% des références qui sont mentionnées ici ne le seront pas. Enfin, comment... Bon, d'une part, par rapport aux auteurs que tu mentionnes, je pense que parce que les études noires en France, qui n'existent vraiment que de façon embryonnaire, sont entrées par la porte des études féministes, qui, elles, bon, même si elles n'ont pas vraiment pignon sur rue, on ne peut pas dire ça, au moins elles ont une existence. Il y a quelques départements à travers la France, il y en a un petit peu en Suisse, en Belgique, au Canada. Donc, il y a une existence, de ces discours noirs à travers le prisme du féminisme. C'est-à-dire qu'ils sont appréhendés, non pas comme faisant partie de la tradition radicale noire ou d'autres courants de pensée intellectuels africains-américains, mais comme, disons, faisant partie de la galerie des pensées féministes. Et donc, c'est pas un hasard, je pense, si toutes les auteurs que tu as mentionnés font partie, disons, des auteurs féministes probablement les plus influentes du XXe siècle. Le pendant de ce fait, du fait que ce soit des auteurs féministes, et qu'elles ont donc un discours qui rend possible, plus facilement en tout cas, une espèce de plateforme commune avec les intérêts des Blancs, avec les intérêts des progressistes blancs. Intrinsèquement, tous les auteurs que tu mentionnes sont des auteurs qui soit vont insister sur la question de la sororité, qui vont insister sur la question des alliances, qui vont, en somme, servir pour les personnes qui les réceptionnent en Europe
qui sont essentiellement des profs, les traducteurs, les traductrices vont essentiellement être des profs blancs, qui servent à dire, bon, voilà, on est ensemble, quoi. On est ensemble. Au contraire, il y a toute une galerie, toute une tradition d'auteurs africains-américains qui écrivent essentiellement à partir et pour les intérêts des Africains-américains. Après, si d'autres personnes les lisent, ma foi, tant mieux. Voilà, on parlait de Fred Moten tout à l'heure, il a un succès qui va bien au-delà bien au-delà du cercle des Africains-américains. Mais qui sont ancrés, ces auteurs-là sont ancrés, partent, vivent, pensent depuis une autre tradition et depuis une autre perspective. Tradition, perspective qui, je pense, est en gros celle de la tradition radicale noire. Aussi bien les afro-pessimistes, aussi bien Tommy Curry, aussi bien la théorie critique de la race, de manière très différente, toutes ces choses-là. Mais en tout cas, il y a cette idée que la situation noire est une situation exceptionnelle, une situation de déréliction particulière, et que pour la régler, c'est au grand mot les grands moyens. Et qu'il y a une espèce de nécessité de l'autonomie noire, de l'autonomie politique noire, de l'autonomie sociale noire, qui est un ingrédient absolument nécessaire pour y parvenir. Et ça, c'est une idée qui, particulièrement en France, déplaît beaucoup. L'idée qui est très bien formulée par Steve Biko, le grand militant et intellectuel sud-africain assassiné par la police en Afrique du Sud, l'idée qu'il faut d'abord une politique de puissance pour les Noirs. C'est-à-dire que, bien entendu, la séparation n'est pas une fin en soi. Si j'y croyais, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais faire entendre qu'il faut d'abord une politique de puissance, que l'égalité entre les Noirs et les autres est fort loin d'être réalisée aujourd'hui. Et que ce n'est pas en partant de l'hypothèse que le destin, l'avenir ou la salvation des Noirs se situerait nécessairement en dehors d'eux-mêmes qui vont s'en sortir. Ils ont besoin, nous avons besoin, d'une politique de puissance pour pouvoir parler aux autres d'égal à égal. Une politique de puissance telle que peut-être elle équivaut à la fin du monde. Mais voilà, c'est pas avec simplement des appels à l'amour et à l'espoir que, la déshumanisation globale de la condition africaine va trouver son remède. Et je pense que c'est l'âpreté de ces constats et le caractère nécessairement déplaisant des solutions qui, de fait, l'accompagnent, qui laisse un petit peu un goût amer dans la bouche de certains universitaires français et francophones, et qui fait qu'ils n'ont pas grand désir de traduire, d'introduire ce type de pensée et de réflexion. Mais pour ma part, c'est quand je vois ce qui est discuté en France que j'ai envie de me réfugier dans d'autres auteurs comme ceux que j'essaye de présenter, ou en tout cas de tenter de montrer un autre visage de la pensée africaine-américaine. Et sur cette politique de puissance, justement, est-ce que tu peux peut-être encore préciser davantage sur ce qui fonde cette puissance je pense que, fondamentalement, le rêve qui traverse toute la tradition radicale noire, j'utilisais beaucoup ce terme de tradition radicale noire, mais c'est un terme qui vient d'un autre auteur que je cite quasiment pas dans le livre, mais sur lequel je travaille plutôt en ce moment, qui est un politologue africain-américain qui s'appelle Cedric Robinson. Et ce Cedric a écrit un ouvrage assez fameux outre-Atlantique qui s'intitule Black Marxism, marxisme noir donc. Et le sous-titre, qui est peut-être la chose la plus intéressante dans l'affaire, The Making of the Black Radical Tradition, la fabrication de la tradition radicale noire. Pour lui, pour Robinson, il y a une tradition spécifique d'opposition à la modernité, au capitalisme, etc., qui naît des pratiques de la diaspora africaine
dans sa lutte contre le monde des plantations. Les quilombos au Brésil, le marronnage dans les Antilles, etc. Toute cette création de mondes communautaires particuliers, opposés au monde capitaliste. Il y a une spécificité de cette tradition radicale noire, qui fait que pour lui, elle est d'une certaine façon plus radicale que la tradition marxiste, d'où le côté un petit peu étrange du titre Black Marxism, puisque en gros, il n'est pas là pour parler des marxistes qui sont noirs, mais de la spécificité ou de l'originalité de l'anticapitalisme de tradition afro-diasporique, on va dire, qui n'est pas juste un marxisme avec des noirs, mais qui a sa propre métaphysique ou sa propre pensée, sa propre réflexion et son propre lien cosmogonique avec l'Afrique, dont cette dimension communautaire. Donc, Robinson dit que le marxisme européen, le radicalisme européen, a gardé en son sein, d'une certaine façon, un certain nombre des défauts, des vices de la civilisation qu'il a vu naître, qui est la civilisation capitaliste elle-même. C'est-à-dire que, pour le dire très schématiquement, hein, c'est un tout petit peu plus subtil que ça dans son texte, mais enfin c'est tout le fonctionnement de la dialectique hégélienne appliquée au marxisme. Le communisme, le socialisme, puis le communisme, tels qu'ils sont envisagés par Marx et Engels, et après toute la tradition socialiste, ne sont pas simplement en opposition avec le monde capitaliste. Ils sont à la fois son adversaire ou son ennemi et son parachèvement. Ils sont l'accomplissement de la modernité, d'une certaine façon. C'est le capitalisme sans la négativité qui l'entache, c'est-à-dire l'exploitation, mais avec les bénéfices du déploiement de la modernité technologique, etc. C'est une certaine attitude. C'est une certaine attitude qui est rendue possible par la civilisation européenne, pour Robinson. Robinson dit, si vous regardez la tradition radicale noire en Amérique, ce que vous voyez, c'est que aucun n'a considéré que l'établissement d'une souveraineté noire serait le parachèvement des plantations. Il s'agissait de les brûler. Il s'agissait de les détruire. Il ne s'agissait pas de pousser un peu plus loin la civilisation européenne qui s'était installée là. Il s'agissait de recréer la civilisation, une nouvelle forme, de réimaginer une civilisation de type africain et communautaire dans ce nouvel endroit quand ça a été possible. Et Robinson insiste beaucoup sur cette dimension, je dirais, communautaire. Et ce sur quoi moi j'aimerais insister, c'est sur le fait qu'elle est nécessairement couplée à cette dimension de pessimisme. Donc à l'égard du monde des plantations, et aussi, chez Robinson, à l'égard d'un certain nombre de traditions radicales européennes. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce que c'est que cette politique de puissance? C'est celle qui a toujours été tentée par celle qui a toujours été portée par cette tradition. C'est-à-dire la révolution haïtienne, c'est-à-dire les autres projets du Black Power dont j'ai parlé, le nationalisme noir. C'est cette espèce de rêve, jamais vraiment accompli, de souveraineté noire. Étant entendu que quand on parle de souveraineté noire, c'est pas du Carl Schmitt, quoi. C'est autre chose. C'est un autre concept de souveraineté. C'est le concept de souveraineté communautaire dont on a parlé, qu'on a élaboré, qu'on a discuté. Il y a eu des expériences, qui ont été assez malheureuses, hein, malheureusement. Mais au moment des indépendances africaines, en Tanzanie, au Ghana, il y a eu des tentatives de réinvestir cela dans un projet socialiste. Malheureusement, je pense, pour un certain nombre de raisons, y compris la négligence coupable de la stratification en classe de ces sociétés qui a été niée. Donc, bon, il y a eu des malheureux phénomènes de
violence, d'exploitation, etc. Mais voilà, il y a tout un tas d'expériences qui évidemment n'ont jamais été véritablement menées à leur terme, n'ont jamais connu d'immenses parousies, d'immenses succès. Mais on a comme ça tout un ensemble de projets dont on peut s'inspirer et qui nous laissent beaucoup de choses à méditer, à réfléchir et peut-être à expérimenter. Et donc voilà, c'est ce type d'expérience, ce type de projet que j'ai en tête. Alors, je vais un peu le voyer, mais en lisant le livre, nous, il y a deux choses qui nous plaisent. Je parle d'un point de vue philosophique et politique. La première, c'est donc ce que l'afro-pessimisme propose, c'est une espèce de nouvelle généalogie, une espèce de relecture de l'histoire, on va dire absolument radicale dans le sens absolument négative au sens hegélien du terme. Et dans le livre, tu fais la distinction. Quand on parle de négativité en général, on l'a fait commencer à Hegel et à Marx. Et toi, tu remontes jusqu'à Héraclite. Et donc, il y a quelque chose de très plaisant dans cette idée et dans cette possibilité, dans le fond, de remettre absolument tout en question jusqu'au dernier petit bout du monde. Donc ça, c'est le premier pan intéressant. Après, bon, moi, j'ai pas d'avis très précis sur la question, mais on pourrait. Ça, c'est une des questions qu'un de nos lecteurs, contributeurs, nous avait envoyé. C'est le sens qu'il y a c'est très bien enfin, ça paraît assez évident de renvoyer le marxisme à ses contradictions, le structuralisme face à ses limites, si on prend la condition noire, etc. Après, ça réinstaure une espèce d'essentialisation qui pose question, mais ça je voudrais y revenir après. Enfin, en tout cas, on a le premier pôle de l'analyse et de la pensée qui est donc une remise en question radicale et absolue de la réalité de manière générale. Donc en fait une critique de l'Occident et de la civilisation, en fait, qui est donc pas juste une critique de l'économie, pas juste une critique de la répartition des richesses, pas juste une critique du racisme, pas juste une critique du sexisme, etc. Donc en gros une critique pas de gauche, pas gauchiste. Enfin nous c'est ce qui nous paraît frais en tout cas là-dedans. Et à l'opposé, le dernier le livre se termine sur un appel au communisme noir. Et donc on a quelque chose qui nous parle là-dedans. Et pour autant, ce qui est, en fait, la question c'est qu'est-ce qui se joue entre ces deux pôles, entre on va dire la critique radicale de l'ordre tel qu'il est, et ce que serait une projection, une pratique, des moyens qui nous sortiraient de cette mélasse. Et autant le pan critique est très étayé, etc. Autant la question de ce que serait un communisme noir est juste évoquée à la fin. Et donc au milieu on a une espèce de trou, quoi, de qu'est-ce que ça signifie, enfin comment est-ce qu'on met ça en branle. Et parce que je trouve que ça pose une question, enfin cette question vraiment de la négativité, de la radicalité pure, etc. Ça pose aussi une autre question philosophique de fond, à savoir est-ce que c'est possible d'être intégralement négatif, quoi. C'est-à-dire, est-ce que la réalité est de part en part capitaliste, raciste, ou est-ce que il n'y a pas des bribes de rapports, des sourires, des pratiques, 1000 petits inframondes qui éthiquement, sensiblement, ne relèvent pas du monde de la domination et de l'infamie qu'on décrit les uns comme les autres assez régulièrement. Et donc, je suis désolé, je suis pas du tout clair dans ma question parce que je réfléchis en même temps que je la formule. Mais en gros, est-ce que la pure négativité est suffisante?
Mais est-ce qu'en fait, ce qui sépare cette pure négativité du communisme, c'est pas justement de s'attacher à ces petits fragments qui ne sont pas capitalistes, qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas qui sont autres en fait, Oui. Alors, il y a plusieurs manières de répondre. D'une part, je pense que oui, ça existe, et ce sont des choses sur lesquelles les afro-pessimistes, dont les afro-pessimistes parlent parfois, dont, encore une fois, Fred Moten parle parfois. Dans un de ses textes, à ce sujet-là, donc au sujet de ce que tu as qualifié, je crois, d'inframonde, Jared Sexton a une espèce d'anecdote, presque une parabole assez intéressante sur un groupe de jazz qui joue pour un auditoire blanc. À un moment donné, le micro se coupe, donc dans le fond de la salle, on n'arrive plus à les entendre, et ils continuent. Ils jouent pour eux-mêmes. Parce que c'est ça, ce moment de l'inframonde. C'est-à-dire que cet inframonde, il existe. Les afro-pessimistes y insistent, mais c'est quelque chose qui, à partir du moment où on est en contact avec le monde blanc, ne peut pas compter, ne peut pas être reconnu comme tel, d'une certaine façon. Ces formes d'existence communautaire, donc ce dont je parlais tout à l'heure, quilombos, etc., sont d'une extrême fragilité, parce que leur existence est menacée par le reste du monde. Est absolument menacée par le reste du monde. Ce reste du monde qui est défini par ce que un autre auteur dont je parle un petit peu dans le livre, qui est David Marriott, appelle des fantasmes à valeur réelle. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est pas vrai, tout ce que, comment dire, l'image raciste, blanche, négrophobe des Noirs sur leur caractère débile, sur leur impulsivité criminelle, sur les hommes violeurs, les femmes lascives et obsédées, etc. Bien sûr que c'est pas vrai. Mais on vit dans un monde où tout fonctionne comme si c'était vrai. Et ça, il n'est pas possible, si vous voulez, de s'en départir, tant qu'on est dans les conditions de ce monde. Mais il existe effectivement des moments où c'est différent. Il existe des moments où on est avec des personnes, on est dans des conditions, on est dans des circonstances où l'horreur du quotidien ne compte plus. Mais dès qu'on sort de chez soi, qu'on doit aller travailler, qu'on doit aller faire des courses, ça nous rattrape. Et donc, je pense que l'une des dimensions fondamentales de cette tradition pessimiste noire, c'est de dire que la haine du monde et un projet positif ne sont pas deux moments ou deux étapes, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que l'un contient déjà l'autre. L'un, ce commencement par se rendre compte de la haine qui nous étreint, instaure déjà d'emblée la nécessité de faire quelque chose d'autre et de faire prévaloir, ou de trouver une organisation politique où, enfin, cet inframonde, comme tu l'as dit, pourrait enfin avoir une valeur, sinon normative, mais trouver sa souveraineté. Voilà. J'ai deux questions.
Moi j'en avais une, mais qui nous décale un petit peu par rapport à ce que... Enfin, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, hein, c'est sur la question économique, que j'ai trouvé plutôt en retrait, en fait, dans l'analyse générale, et je crois que je ne sais plus dans quel passage, à un moment donné, enfin, moi, tu l'as d'ailleurs redit au début de l'entretien, sur l'esclavage et sur les motifs économiques de l'esclavage. Toi, tu dis, en fait, assez clairement que ça n'explique pas pour quelles raisons, en fait, c'est une population qui a été... de façon originelle, a été esclave, quoi. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette idée et sur peut-être aussi ce que les dynamiques capitalistes aujourd'hui, en fait, produisent comme peut-être blocage aussi sur cette souveraineté dont tu parles sur... Oui, bien sûr. Alors, bon, c'est un éternel débat, d'une certaine façon. C'est une vieille question. Et quand on a cette discussion, souvent on nous rappelle que... Enfin, souvent c'est posé, est-ce que le marxisme a réfléchi à la question noire ou pas? Est-ce que... Et on nous dit, bah oui, Marx en parle, il y a ces fameuses phrases du Capital, selon lesquelles l'esclavage en Amérique, l'esclavage sous peau noire est flétri, là où le travail sous peau blanche ne l'est pas. Bon. Et on s'en contente. On dit, bon, bah, voyez, Marx en parle. Mais est-ce qu'il a raison? Moi, je crois il a raison, mais c'est très incomplet ce qu'il dit. Et c'est tellement incomplet que ça en devient faux. Parce qu'en fait, il pose dans sa phrase que il y a entre le travailleur noir, esclavagisé donc, et le travailleur blanc, une différence quantitative. C'est-à-dire que le travailleur noir est plus maltraité que le travailleur blanc. Le travailleur noir est plus exploité que le travailleur blanc. Mais au fond, sous ce vêtement de la peau, sous cette apparence trompeuse de la peau, c'est le même travail, c'est la même force de travail. Et ça, c'est une tendance lourde des études noires inspirées par le marxisme, c'est de dire qu'il y a entre les noirs et les autres, entre les prolétaires noirs et les autres prolétaires, une différence d'intensité. Les auteurs dont je parle dans l'ouvrage pensent que c'est une différence qualitative, que c'est une différence de nature. Que la négrophobie, ce n'est pas juste de l'exploitation au carré, c'est autre chose. Et notamment, pour utiliser le concept des afro-pessimistes, de la violence gratuite. Pour prendre un exemple, plusieurs exemples, des exemples que je développe dans le livre, par exemple autour de Ahmaud Arbery, dont les assassins viennent d'être condamnés à perpétuité aux États-Unis, qui était un homme qui rentrait chez lui à pied. Donc autant dire que c'est un pauvre. Si aux États-Unis vous rentrez chez vous à pied, c'est que vous êtes pauvre. Surtout si c'est pour faire plusieurs kilomètres, comme c'est le cas ici. Qui traînait autour d'un chantier parce qu'il était électricien de formation. Bon, vous savez que quand on a ce genre de choses, on aime bien aller voir les installations électriques. Il se balade, il rentre chez lui. Peu de temps après, il est pris en chasse par 3 riverains qui finissent par le mettre en joue, le massacre, quoi. Le tue, je crois, 3 ou 4 balles dans le buffet. Aussi bien de fusil à pompe que de revolver. Un autre exemple en France, celui qui concerne Michel Zecler, le producteur de musique qui a été suivi par des flics jusque dans son studio de musique et qui a été tabassé, et dans les 2 cas sans aucune raison. C'est-à-dire sans aucune raison, si vous voulez, que vous pouvez considérer que c'est parce que les flics se considèrent plus mal avec ces gens-là, c'est-à-dire que l'outrage et rébellion est moins accepté chez les Noirs qu'il ne l'est chez les Blancs. Là, c'est pas ça, c'est-à-dire que la personne a été vue,
Et les Blancs se sont dit qu'on va soit tout simplement l'assassiner, dans le cas états-unien, soit le massacrer, et après essayer de le mettre en prison et de faire croire que c'est lui qui a eu des gestes, qui a tenté de désarmer un flic, je crois, enfin, qu'il avait d'une certaine façon un comportement d'assassin d'une certaine façon. Et encore une fois, la question ici aussi, c'est toujours cette même question que au moment de l'affaire Michel Zeclerc que j'avais posée dans un texte sur Mediapart. Pourquoi est-ce que les flics voient un noir et ils vont tout simplement le tabasser sans aucune raison et sans aucune autre justification que le fait de le massacrer? Ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est une chose qui échappe complètement à la logique économique parce que, et c'est déjà quelque chose qui avait été posé dans un autre ouvrage que Divergence avait publié, qui est Carceral Capitalism, le capitalisme carcéral de Wang, je ne sais plus Jackie Wang, voilà, de Jackie Wang. Il y a dans la négrophobie tout un tas de pratiques et de violences qui dépassent toute logique fonctionnelle. Je me permets de t'interrompre, mais sur la question du premier jeune homme qui était aux États-Unis, c'est quoi son nom? Je me souviens pas. Ahmaud Arbery. Oui. À propos de son assassinat, il y a un ami et camarade afro-américain qui s'appelle Idris Robinson. Je sais pas si tu le connais. Non. C'est quand même... Et en fait, dans un texte, dans un très très bon texte, on en parlera un petit peu après, qu'on avait publié, dont on avait publié la traduction, par rapport à cet assassinat précis, je l'ai relu avant que tu arrives pour préparer l'interview, et ça m'a marqué parce qu'il dit. En fait, il prend cet exemple-là pour parler, pour évoquer l'enjeu libidinal au cœur du suprématisme blanc. Il dit en fait la seule explication à ce espèce de déploiement de violence et de brutalité, c'est en fait il y a un enjeu libidinal sous-jacent à ça. Et il me semble que tu parles de la question du désir dans le livre. Et c'est marrant parce que je trouve que c'est une catégorie qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser dans les sciences sociales, enfin en tout cas dans ce genre de thème-là. Et voilà, je comblais pas le trou, mais il y a dans les explications, il y a cet élément de jouissance négrophobe, quoi. Enfin, c'est ça son hypothèse. Ça, je reviens à ce que je disais, la seule façon d'expliquer ces choses-là, c'est de postuler l'existence d'un vaste inconscient anti. C'était une hypothèse possible pour expliquer les violences subies par ces personnes sans aucune, comme Ahmaud Arbery ou Michel Zeclerc, sans véritable raison, sans véritable justification. Et voilà, et c'est ce que dit aussi Jackie Wang donc dans le capitalisme carcéral, même à propos de l'incarcération de masse. L'incarcération de masse n'est pas forcément une institution très rentable. Elle peut être quelque chose qui coûte beaucoup aux taxpayers américains, pardon, j'ai perdu aux contribuables américains. Aux contribuables américains. C'est une sorte de dispositif qui, à beaucoup d'égards, peut être profitable. La négrophobie peut être profitable, mais dans beaucoup de cas, elle ne l'est pas. Dans beaucoup de cas, elle est sa propre fin. Et c'est ça la chose la plus difficile à envisager. Et c'est ça donc qui fait que il n'y a aucune raison de croire que le seul projet socialiste pourrait suffire à y apporter remède. Il faut un projet socialiste spécifique qui place la question noire et la puissance noire en son cœur pour réfléchir et adresser ces questions-là de manière tout à fait explicite. Dans un autre champ, peut-être en amont d'ailleurs de ce sur quoi tu vas intervenir, c'est sur la question du féminisme qui est assez présent dans ton texte. Alors du coup, on comprend peut-être aussi un peu mieux pourquoi ça l'est, étant donné la contextualisation que tu en as faite. Et tu traces une position assez conflictuelle entre, d'un côté, Hooks, pour qui ni la classe ni la race vont constituer des obstacles, ou en tout cas des entraves à la constitution d'un sujet poétique féminin, je te cite ici. Et puis Spillers et Hartman, pour qui les femmes noires ont, en partage avec les hommes, une même histoire
de la déshumanisation. Et donc, là, en tout cas, tu prends une position assez claire dans ce débat-là. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous la resituer, en tout cas nous resituer ce débat? Et peut-être que j'anticipe déjà sur une deuxième question qui suivrait, c'est que faire d'une conclusion, que faire politiquement d'une conclusion qui affirme qu'il n'y a que des féminités irréductibles les unes aux autres? Bon, alors, ça, pour la conclusion, c'est certainement pas à moi de le dire, ce sont à des femmes noires, ou des féministes noires, ou des womanistes noirs de répondre à cette question. Je ne vais certainement pas dire, aux activistes féminines ce qu'elles doivent faire. Juste, ce que j'ai essayé de faire, c'est, plusieurs choses par rapport au féminisme, plusieurs opérations, disons. Donc, il y a en premier lieu celle que tu décris, c'est-à-dire, dès l'introduction du premier livre de Bell Hooks, Ain't I a Woman, il y a un geste assez particulier qui est fait, qui m'a frappé, mais qui est assez caractéristique d'une certaine branche du féminisme noir, disons, qui consiste à mettre, dos à dos, la tradition radicale noire, ou le nationalisme noir. Alors, énormément de textes, Bell Hooks n'a jamais de mots assez durs contre le nationalisme noir, contre la politique noire. Elle ne cesse de le flétrir, elle attaque. On comprend bien qu'elle déteste ça, qu'elle déteste cette tradition-là. Donc, elle dit, bon, ça, ce sont des mouvements de noirs sexistes, en gros. D'autre part, elle met ça en opposition avec les mouvements de femmes blanches, essentiellement, qui seraient des mouvements historiquement racistes, ce qui n'est pas faux. Donc, elle commence par mettre ces deux choses-là dos à dos, et il vient un moment de décision, où le nœud gordien est tranché, et elle va du côté du féminisme. Pourquoi? La justification n'est pas très claire, mais en tout cas, tout ça aboutit à l'idée d'un projet de sororité, comme elle dit, par-delà race et classe. Bon. Je pense que c'est un choix à la Kierkegaard, c'est du décisionnisme, quoi. Elle décide, à un moment donné, que c'est le projet féministe qui est le projet porteur pour elle. Et dans ce même mouvement, elle voue donc aux gémonies toute la tradition radicale. Alors moi, c'est pas le fait qu'elle embrasse particulièrement le féminisme qui m'importe, mais c'est vraiment la manière dont la constitution de ce féminisme noir comme le discours central des études noires aux États-Unis s'est accompagné d'une délégitimation, souvent à mon avis injuste et historiquement mal informée, de la tradition radicale noire comme étant régressive, sexiste, brutale, etc., raciste, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est une opération qui a eu beaucoup de succès, précisément au moment où on cherchait, dans les années 80, on cherchait à solder cet héritage-là. Et je pense que le féminisme noir a été, en grande partie, l'outil pour ce faire. Je veux dire, pas tout le féminisme noir, on l'a vu, même si Horton Spillers et Saidiya Hartman ne sont pas des grandes fans du Black Power, ça c'est sûr, mais effectivement, elles insistent au contraire sur la constitution spécifique de la féminité noire dans l'histoire de la construction de cette famille extrêmement particulière qu'est la famille noire aux États-Unis. C'est-à-dire le fait qu'ils naissent de l'assomption du partus sequitur ventrem. Partus sequitur ventrem, qui est une locution latine qui signifie que la progéniture suit l'utérus. Même dans La dignité ou la mort, dans mon premier livre, j'avais consacré, je pense, une dizaine de pages à cette question-là. C'est la loi latine, ici dite en latin, qui régit la condition des esclaves, la naissance des esclaves. Si votre mère est esclave, vous êtes esclave. C'est la mère qui donne son statut d'esclave à l'enfant. D'où, comme je le disais tout à l'heure, les bébés sont esclaves. Voilà, les bébés naissent esclaves. Et les fruits du viol des femmes noires sont esclaves. En islam, et c'est pour ça que l'esclavage en islam est assez différent de l'esclavage chrétien, puisque en islam, l'esclavage, la progéniture suit la paternité. Et donc, le fils d'une femme esclave peut être libre si le père est libre.
c'est donc une spécificité de l'esclavage européen, blanc et chrétien. Et qui a un impact considérable sur la construction de la famille noire. Sur la position ambivalente du père. Sur le fait que, dans la période de l'esclavage, ce sont des familles où chaque membre de la cellule familiale, ou de la pseudo-cellule familiale, pour ainsi dire, peut être arraché à tout moment pour être vendu, pour être échangé, pour être prêté à un autre maître, etc. Donc une structure familiale extrêmement précaire, et dont on voit encore les effets aujourd'hui. La famille noire est souvent flétrie, souvent conçue comme quelque chose de fondamentalement dysfonctionnel. Même, alors là, Barack Obama s'est penché sur le caractère dysfonctionnel de la famille noire pour comment dire, accabler les femmes et les femmes noires négligentes et les hommes noirs absents. Bon, c'est un trope terrible et extrêmement douloureux, je trouve, de la culture politique africaine-américaine, et qu'on ne remet pas, qu'on ne met pas assez, disons, de la continuité de l'ethnogénèse, quoi, la construction ethnologique, anthropologique très spécifique et unique au monde de ces cellules familiales qui ne sont pas des résultantes comment dire, des structures familiales d'Afrique de l'Ouest, mais qui sont le produit quasiment pur de l'imposition de la structure esclavagiste, qui a façonné pour le marché aux esclaves, pour la production plantationnaire, qui a façonné C'est pas vrai. Salut Barbara. Bonjour. Désolé. On finit notre interview, mais on n'a plus pas très longtemps. Je suis pas pressé. T'en étais à c'est le ouais, c'était juste voilà, c'est la plantation en somme, pour le dire, pour le résumer, c'est la plantation et la manière dont on a légiféré la plantation, dont comment dire, on a légiféré dont les blancs ont légiféré sous la forme du code noir en France ou sous d'autres formes aux États-Unis. C'est cette imposition d'une anthropologie contrainte qui explique la structure familiale aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que ces féministes noirs qui m'intéressent particulièrement, qui sont Horton Spillers et Saidiya Hartman, c'est là-dessus qu'elles insistent, et il me semble que, comparé, à ce qu'elles apportent, les explications de Bell Hooks sont extrêmement lacunaires et extrêmement problématiques. Donc ça, c'est une dimension. Et aussi, il y a évidemment l'autre dimension qui fait l'objet du troisième, je crois, chapitre du livre, qui est autour de la question des études sur les hommes noirs. Et là aussi, il est vrai que, Bell Hooks, c'est illustré par des analyses qui me semblent extrêmement dangereuses pour les hommes noirs dans le contexte qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'elle fabrique une image de la masculinité noire qui est une image qui est assez similaire, pour ne pas dire absolument similaire, à celle que l'État américain ne cesse de construire depuis 300 ans. Simplement, il y ajoute une certaine nuance. Je vais m'expliquer. Peut-être que vous avez en tête le film de Ava DuVernay, enfin qui n'est pas vraiment un film, qui était une espèce de série un peu d'épisodes sur Netflix, When They See Us. C'était sur les Central Park Five, c'est-à-dire 5 adolescents, jeunes adolescents, entre 12 et 15 ans, qui ont été accusés du viol et du meurtre d'une joggeuse dans Central Park. Ils ont été chargés comme des mulets par l'instruction américaine. Ils ont été condamnés avant, quelques années plus tard, d'être blanchis, sans jeu de mots, lorsqu'on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était une espèce de serial killer qui avait tué cette femme, un type, un serial violeur, serial killer à l'américaine. Enfin, vous voyez le truc, qui n'a rien à voir avec ces adolescents noirs. Mais Bell Hooks, dans un de ses livres, je crois que c'est dans We Real Cool, avait
fournit cette analyse selon laquelle c'était clair que, évidemment, il ne savait pas encore le fin mot de l'histoire, mais il était clair que ces adolescents se livraient à une espèce de rituel macabre d'affirmation de la masculinité, que c'est dû à leur sorte de frustration dû au manque d'accès aux bénéfices, manque d'accès des bénéfices du patriarcat, et qu'en conséquence, ça les conduisait par dépit à ces passages à l'acte extrêmement brutaux, parce que, en tant qu'hommes noirs, ils n'ont pas accès aux bénéfices du patriarcat. C'est une analyse qu'on entend de temps à autre. Mais au fond, cette analyse, qui apparaît comme une espèce d'analyse progressiste, qui apparaît comme drapée dans une sorte de sympathie ou d'empathie à l'endroit des hommes noirs, n'est qu'une répétition quasiment à l'identique du discours de l'État américain sur, comme je disais, cette impulsivité criminelle des personnes noires, sur leur tendance à la violence, sur leur incapacité à contrôler leurs pulsions, etc. Le féminisme noir de tendance bell hooks est une ressucée du discours négrophobe de l'État américain, mais abrité dans le langage de la théorie féministe et des sciences sociales. C'est ce qui lui vaut son succès dans les milieux libéraux. C'est essentiellement ce qui lui vaut son succès. Parce que il ne porte pas une véritable opposition à la société telle qu'elle existe, et certainement pas une opposition aux tropes négrophobes qui ont conduit les Central Park Five en prison, complètement injustement et sans aucune raison. Et donc, j'essaye de proposer une autre manière de voir les choses à partir des recherches et des travaux d'un autre philosophe qui est Tommy Curry, qui nous dit que les études montrent que, bien au contraire, les hommes noirs ne sont pas prisonniers aux États-Unis de cette espèce de rêve, de mimétisme patriarcal. Ils sont issus d'une autre histoire. Ils sont pris dans une condition où, les études montrent que leur condition d'oppression les pousse non pas vers la frustration, mais bien au contraire vers l'empathie envers les minorités, par exemple les minorités de genre, et vers la solidarité, qui sont plus solidaires et plus tolérants à l'égard des minorités de genre que n'importe quel autre groupe raciaux d'hommes aux États-Unis. Ce n'est pas l'image qu'on en a, l'image des Noirs intolérants, brutaux, etc., alors que la tendance qu'on observe est davantage celle de la solidarité et de l'empathie. Donc, il y a une autre image, de l'homme noir, et de ces communautés qu'il est nécessaire d'aborder, qu'il est nécessaire d'imposer, je pense, et donc réfléchir à l'héritage du féminisme noir, qui n'est absolument pas tout d'un bloc, qui a énormément de différents arguments qui s'opposent, qui sont dialectiques, et je pense que un choix doit être fait, la lecture doit être attentive, et qu'il ne faut pas hésiter à critiquer certains discours lorsque ça paraît nécessaire, au risque de briser certains consensus autour de figures quasiment divinisées de la pensée critique actuelle. Ouais, je vais parler un peu d'autres choses. Alors, ma question n'est pas encore claire dans ma tête au moment où je la commence, mais ton premier livre s'appelle la dignité ou la mort. Et alors, si je dis des bêtises, tu me reprendras bien évidemment, mais il y a la question de qu'est-ce que c'est que la dignité, quoi. Et j'ai l'impression que tu situes la dignité chez l'homme noir, enfin l'action de la dignité, autour du fait d'être placé dans cette espèce de drôle d'endroit, c'est le moins qu'on puisse dire, le corps de l'homme noir étant tuable à tout moment, donc historiquement, généalogiquement, socialement, le
c'est cette position très très particulière, c'est depuis là que tu nommes la dignité. Et la raison pour laquelle je voulais en parler avec toi, c'est que c'est une définition qui reste négative. En fait, le concept de dignité quand on en parle, qu'est-ce que c'est être digne, on imagine quelque chose de positif, quelque chose de plein, tu vois. Et moi, je me rappelle que ce terme de dignité, je trouve qu'il est vachement réapparu, en tout cas, pas du tout dans ce contexte-là, mais par exemple dans les révolutions arabes, dans les gilets jaunes. Voilà, il y avait vraiment une question de dignité. Et moi, je sais qu'au début, ça m'énervait, ce concept de dignité, parce que je le trouvais un peu creux. Enfin, tu disais, oui, la dignité, alors c'est quoi la dignité? C'est avoir 2 paquets de chips. Enfin, tu vois, ça semblait... Non, mais, disons que quand t'es un peu, tu vois, comme nous, un peu assis, tu vois, sur des discours très révolutionnaires, de machin, ce que tu veux, c'est la fin du capitalisme, le communisme, une vie comme ceci, une vie d'aventure, enfin, bon, tu vois tout le truc. Dignité, ça paraît être pas demander grand-chose, quoi. Mais avant de commencer le livre, j'étais exactement comme toi, donc vraiment, je suis parti exactement du même lieu. Et en même temps, force est de constater que, si les mots comme ça ils prennent, c'est qu'ils ont, si les concepts ils fonctionnent, c'est qu'ils ont de la puissance. C'est donc bien que ça contient quelque chose d'autre que de demander un peu plus de pain au chocolat à la récré, quoi. Et en fait, à un certain point, je me suis demandé, donc tout à coup, je me suis dit, non, en fait, ça contient quelque chose de positif, en fait. Mais sans jamais être en mesure de le formuler. C'est quoi la vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie digne, par exemple. Et voilà, la seule hypothèse que j'ai, en même temps que j'aime bien, c'est une question que je me pose à moi-même, mais que je me pose, je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, la seule véritable définition de la dignité, ce qui lui donne sa puissance, est en fait négative, et en réalité, c'est le refus de l'humiliation. Si tu poses ça comme ça, si tu te dis, en fait, ce qu'on veut, c'est de plus être humilié, d'un seul coup, le monde du capitalisme, le monde du patriarcat, le monde du racisme, le monde dans lequel on vit, l'Occident, la civilisation dans laquelle on vit, si demain tout le monde très très humblement, très très doucement, très très délicatement disait ok, on continue, mais par contre, juste, on veut plus être humilié. Juste ça, c'est une espèce de demande, c'est-à-dire que personne en face ne pourrait dire ah bah si les gars, vous allez continuer à être humiliés, c'est important d'être un petit peu humilié, vous comprenez, c'est un truc, c'est indéfendable l'humiliation. Non, tu vois, dans l'Occident chrétien machin, personne peut justifier personne peut assumer d'humilier les autres. Et donc, ce que je me dis, mais en fait, voilà, juste une espèce de revendication minimale, on arrête l'humiliation, et en fait, ça, c'est la fin de l'Occident. En fait, l'Occident ne tient pas. Si tout le monde a des vies dignes, c'est-à-dire si tout le monde refuse l'humiliation, c'est la fin du monde. Par rapport à ce qu'on disait, c'est la fin d'un monde en tout cas, quoi. Et voilà, je voulais parler un peu de ce qu'il y a éthiquement derrière cette idée de dignité et tout ça. Ce que tu pensais de tout ça. Oui, ça me semble assez, assez judicieux ce que tu viens de dire, même très judicieux. À la base, le concept de dignité, moi, je partais du fait que aujourd'hui, c'est un concept essentiellement négatif. Et c'est ce qui m'intéresse. Ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, il y a toute une histoire de la dignitas, en latin, la dignitas, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit romaine, qui était une espèce de charge, une espèce de fonction, donc d'où ce reste de signification pleine. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on emploie la dignité, c'est toujours une dignité face à quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dignité qui ne puisse être affirmée hors de la menace de quelque chose qui nous en prive. On ne parle pas de dignité dans l'absolu. Il s'agit toujours d'une dignité face à, comme tu disais, une forme d'humiliation. On ne voit pas quelqu'un comme ça dans la rue, on dit qu'il est digne. On dit qu'il reste digne, parce qu'il lui arrive quelque chose de terrible. Et donc dans la dignité ou la mort, j'avais remarqué que c'était, en préparant un projet de livre, je m'étais rendu compte que c'était un concept qui était effectivement très, très utilisé dans l'histoire de la pensée africaine-américaine, antillaise. Et donc j'avais essayé de faire une espèce d'exploration de certaines des moments d'apparition de ce concept-là. Et donc je pense que ce que tu dis sur l'humiliation est tout à fait juste. Moi, je m'étais essentiellement concentré sur la question du rapport
entre la vie et la mort, de la situation comment dire, dans laquelle sont souvent les Noirs, ou à travers leur histoire, donc, voilà, dont l'esclavage et la colonisation, le travail forcé dans les colonies africaines, et un autre exemple, où ils sont ni dans un processus où leur extermination est nécessaire, ni dans un processus où comment dire, leur bien-être est nécessaire, mais dans une situation d'indifférence ou d'indistinction, d'indifférenciation entre la vie et la mort. Où s'en fiche d'une certaine façon s'il vit ou s'il meurt. C'est le cas dans les plantations, fameusement dans les plantations de caoutchouc du Congo, où un type meurt, ou dans les chemins de fer, dans les constructions des chemins de fer en Afrique centrale, où il y avait à peu près entre 80 et 90% de taux de mortalité sur ces chemins de fer, parmi les ouvriers, qui étaient évidemment soumis au travail forcé. On s'en fiche. Le monde est une espèce le monde colonial est une espèce de vivier de travailleurs dont les mains n'ont pas encore été réclamées par le colon. Et donc, il suffit d'aller en rechercher une fois qu'il est mort. Donc la dignité me semblait une manière d'habiter cet interstice, je dirais, entre la vie et la mort. Non pas juste, comme je disais tout à l'heure, avec cette espèce d'esprit d'endurance, etc., mais à partir de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire aussi c'est les cosmogonies africaines, et le fait que parce que c'est ça, d'une certaine façon, une espèce de miracle de la diaspora africaine, que malgré tout, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils sont toujours là. C'est parce que il y a, dans beaucoup de systèmes de pensée africains, l'idée selon laquelle il n'y a pas d'opposition tranchée entre la vie et la mort. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre, on peut traverser l'un et l'autre. Les morts sont parmi nous et nous sommes parmi les morts. Et je pense que c'est cette ontologie particulière de la mort, cette sorte de relativisation de la mort, qui a donné non seulement une force révolutionnaire, non seulement une force d'endurance, mais une capacité de survie et de résistance hors du commun aux populations afrodescendantes à travers leur histoire. Et pour moi, le concept de dignité, comment dire, il rassemblait ça. Mais aujourd'hui, suite à cette réflexion sur la noirceur et sur le pessimisme, j'aurais tendance à dire, mais c'est encore quelque chose à élaborer, que ce concept de dignité m'intéresse en tant que... C'est quelque chose qui est au-delà de l'optimisme et du pessimisme. La dignité au-delà de l'optimisme et du pessimisme, en tant que... Elle est porteuse du constat, du caractère tragique de la situation, puisqu'il faut rester digne, et en même temps, elle est l'attestation d'une puissance collective qui se maintient, et qui peut traverser la frontière entre la vie et la mort, et qui tient face à l'humiliation. Donc je pense que, voilà, à cette lumière-là, ce sera encore possible de revisiter ce concept de dignité, et qui est toujours collectif. J'ai une dernière question, mais peut-être que tu en as d'autres mains, mais c'est juste qu'en fait on est déjà à 1h15, je crois, donc okay, je me disais que... toute petite à la fin, mais... Là, c'est une question qui va encore être un petit peu à tiroir. Ce qui est à la fois intéressant et problématique et problématisé dans ce que tu écris, c'est évidemment la question de l'essentialisation. Bon, on va évidemment pas faire le truc sur race, machin, mais d'un point de vue très pratique, j'entends parfaitement l'intérêt de la généalogie que tu fais. Je trouve l'ontologie de la noirceur que tu fais est extrêmement intéressante. Mais à la fin, on se retrouve quand même avec un truc qui ressemble un peu à une essentialisation, à savoir, voilà, il y a la particularité noire, en gros avec une espèce de méga bloc, les noirs, quoi, pour ainsi dire. Donc, que tu constitues par-delà le marxisme, par-delà le constructivisme et tout ça. Et
Mais évidemment, quand on se retrouve avec cette grosse catégorie, il y a toujours la question de... philosophiquement, on voit bien comment ça tient, on voit bien que c'est hyper intéressant et tout ça, mais tu te retrouves un peu avec la question de « Ah bon, bah, mais qu'est-ce qu'on fiche de cette grosse catégorie maintenant ?» Et parce qu'il y a d'un seul coup le risque qu'elle paralyse un petit peu, enfin que ça soit un truc qui devienne figé, une identité, et on sait que la domination elle tient vachement par cette distribution des identités, cette volonté de reconnaissance, etc., etc. Ce qui est le cas dans tout le gauchisme américain, noir américain, etc. Et ce que donc en préparant l'interview, comme je le disais tout à l'heure, j'ai donc relu l'article qui s'appelle How It Might Should Be Done, donc de Idris Robinson, qui est un camarade, un ami afro-américain, et qui lui écrit ce texte au lendemain, dans vraiment les premiers jours de la révolte George Floyd. Et donc son texte a été beaucoup lu, beaucoup commenté, et a produit pas mal de polémiques, parce que lui, depuis sa position symbolique de noir, et en l'occurrence, bon, il est prof de fac, mais dans ce cas, dans le texte, il assume d'être émeutier, révolutionnaire dans la situation. Et bon, je peux pas résumer tout son texte, j'invite vraiment à le lire, on l'avait traduit et republié sur lundi matin. Et parmi les différentes choses qu'il dit, c'est que l'élément le plus choquant pour le gauchisme américain à ce moment-là, c'est qu'il dit, en fait, les politiques identitaires, donc identity politics, l'intersectionnalité, toutes ces catégories de la gauche américaine font partie du dispositif policier pour contenir l'émeute, pour contenir l'insurrection. Et là-dessus, il raconte plein de trucs drôles. Par exemple, il parle des leaders noirs, et il dit, c'est marrant, moi dans ma vie de noir, j'ai jamais rencontré de leader noir. La première fois que j'en ai rencontré, c'est en fait une fois que la révolte est matée, là il y a des leaders noirs qui apparaissent. Et bon, il avait écrit un texte avec un autre camarade qui s'appelle John Clegg, dans lequel il disait cette catégorie de leaders noirs dépend vraiment de l'existence d'une classe moyenne noire. La classe moyenne noire étant en ce moment pas vraiment existante, c'est pour ça qu'il n'y en a pas, mais finalement c'était peut-être pas si mal comme ça. En tout cas, tout ça pour dire que il décrit les politiques identitaires et intersectionnelles, etc., comme des dispositifs de police, parce qu'il dit nous, les Noirs, on était assez clairement l'avant-garde de cette révolte, c'est-à-dire que c'est à partir de nous que c'est parti, mais pour autant, quiconque a été dans la rue a vu que c'était une révolte multiethnique, que la question, que dans l'émeute, dans l'insurrection, dans le soulèvement, la question raciale était suspendue, pas annulée, était suspendue, et tout ce qui vient, et donc tout le discours de gauche, noir, libéral, etc., qui vise à ramener la question de la race, le fait uniquement pour venir décrédibiliser l'émeute, décrédibiliser le soulèvement, etc., et dans le fond, sauver l'Amérique. Et donc, si on veut réellement détruire l'Amérique, le capitalisme, le monde, etc., il faut surtout pas se prendre les pieds dans ce piège que sont les politiques identitaires. Et donc, quelque part, son ontologie à lui, c'est une ontologie de l'événement, de la révolte, quoi. Ce qui est premier, ce depuis quoi il part, c'est le soulèvement, pas la catégorie ontologique, etc. Et donc, ma question, pour l'histoire d'en faire une question, même si tu auras plein de choses à commenter là-dessus, c'est comment est-ce que toi, t'articules en gros cette philosophie afro-pessimiste avec la question du soulèvement, typiquement le mouvement George Floyd dans ses 1000 étapes différentes et moments différents, mais comment est-ce que toi qu'est-ce que ça permet de lire, qu'est-ce que cette grosse catégorisation-là d'ontologie noire, qu'est-ce qu'elle permet de voir et de lire que les autres
politique, philosophie ne permettent pas, enfin, en quoi ça rend plus fort ou pas, et pratiquement à quoi ça mène, quoi. Enfin, qu'est-ce que politiquement on serait heureux de devoir en retirer, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses à répondre. Je suis d'accord avec l'essentiel de cette analyse, notamment les critiques des politiques des identités et surtout l'intersectionnalité. J'ai défendu dans un article de la revue du Crieur, je défends encore là-dedans, le fait que la noirceur n'est pas une identité. C'est une position, c'est une condition à laquelle on n'échappe pas, il n'y a pas de performativité dans cette affaire, c'est juste une exposition à un certain nombre de violences et donc à cet inconscient négrophobe dont je parlais. Je vois pas du tout ça comme une identité, je vois ça comme une position ontologique. Étant entendu que cette position ontologique, je m'étais attardé vraiment sur cette dimension philosophique-là dans la dignité ou la mort, pour moi, je tiens absolument à la séparer de la norme. Cette espèce d'essence noire n'est pas une norme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères sur lesquels tu es un vrai noir, tu n'es pas un vrai noir. C'est exactement le genre de conneries à la Joe Biden, parce que Joe Biden, il y avait cette anecdote, il était allé au Breakfast Club, qui était un show du matin aux États-Unis, pour dire si vous votez pas pour moi et que vous votez pour Trump et que vous êtes noir, c'est que vous n'êtes pas un vrai noir. Bon. Voilà, ça c'est la politique d'identité libérale la plus débile dans toute sa splendeur, quoi. C'est absolument pas ça, c'est pas une norme selon laquelle il y aurait des bonnes manières d'être noir, des mauvaises manières d'être noir, etc. Pas du tout, il ne s'agit pas de ce type de moralisme. Au contraire, mais par contre, je pense qu'il y a bien, d'une part, une condition commune, cette condition de déshumanisation dont on a beaucoup parlé, dont je parle beaucoup dans ces deux livres, donc voilà, je ne vais pas revenir dessus, les exemples abondent, mais c'est le fait que toute personne noire est descendante d'esclaves et de colonisés. C'est-à-dire que toute personne noire est descendante de personnes dont l'humanité a été niée, et dont l'humanité a été niée politiquement, socialement, par les sciences, par la philosophie, par la théologie, par l'économie, par la médecine, par la psychiatrie, par la psychologie, par le droit, enfin, une entreprise gigantesque de privation d'humanité. Donc être noir, c'est ça. Et c'est aussi, évidemment, toute l'histoire que j'essaie de narrer, de révolte contre ça, et de réflexion contre ça. Toute l'histoire de tous ces mouvements politiques, de toutes ces fabrications d'être ensemble communautaire, opposé aux plantations, opposé au colonialisme, toute l'histoire du panafricanisme, du socialisme africain, etc. C'est tout cette espèce de massif qui m'intéresse, et c'est tout ça qui, pour moi, donne sa signification au non-noir. Et je le dis, je pense que c'est quasiment les dernières lignes de Noirceur, je dis, bon, si on se souvient de la Black Liberation Army, il y avait des blancs dedans, c'est-à-dire ce mouvement, comment dire, d'action directe, qui a succédé, qui était, disons, la queue de comète un petit peu du Black Power, du mouvement des Panthères Noires. Voilà, il y avait des blancs dedans. C'est pas grave, parce que c'est exactement ça, c'est comme dans l'émeute, c'est-à-dire que ce qui compte, je pense, c'est qu'on admette que la position du non-noir est probablement celle à partir duquel la fin du monde devient possible. Et que elle est porteuse de potentiel qui n'existe peut-être pas ailleurs. Et l'exemple que tu as pris également de l'affaire Floyd, c'est un autre exemple de ça. Parce que, en tout cas c'est ma thèse, dans les États-Unis actuellement, et j'en parle d'autant plus facilement que j'y étais, moi. J'ai participé au mouvement Floyd à Philly, à Philadelphie, qui est une ville avec 45% de noirs, donc c'était intense, les cortèges étaient gigantesques, les affrontements après, comment dire, j'ai pas trop participé parce que ma femme me disait tu es une fille, tu dois pas faire ça. On va pas te retrouver en tôle ou le crâne fracassé, alors je suis vite parti. Mais enfin, donc cette analyse est juste. Mais voilà, il faut insister sur le fait que je crois que la population noire, et notamment les prolétaires noirs, sont, depuis bien une centaine d'années, la seule classe révolutionnaire aux États-Unis. La seule classe véritablement, c'est-à-dire celle sans laquelle rien n'est possible, et à laquelle les autres se branchent.
l'essentiel des... Après, il y a d'autres mouvements, il y a eu Occupy, etc., bien sûr. Mais les mouvements véritablement insurrectionnels, ceux où en une nuit on brûle un commissariat et un palais de justice, c'est celles qui partent des émeutes raciales. Il faut se rendre compte que c'est ça comment dire, le vecteur, la courroie de transmission de la révolte aux États-Unis. C'est toujours une révolte contre l'État policier qui part de l'humiliation et de l'assassinat des Noirs. C'est quasiment une règle. Et alors, à partir du moment où on a ça en tête, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Et bien sûr, les discours libéraux sont faits pour décrédibiliser ça, et sont faits pour, disons, la reconfiguration de la question raciale, non plus comme une question de vie et de mort, ce qu'elle est aux États-Unis. Le fait d'en faire une question d'identité, une question de représentation, etc., cette question intersectionnelle, c'est le piège ultime. Mais en même temps, ce à quoi j'ai pu assister à Philadelphie, c'est la manière dont, d'emblée, des groupes à majorité blanche, des marxistes-léninistes, d'autres types de groupes, essayaient de prendre des positions de leadership dans le mouvement qui étaient assez étonnantes, qui étaient assez préoccupantes. Et je dirais que les énergies politiques, les énergies radicales noires sont souvent l'objet de certaines convoitises, je veux dire. Et qu'on tente souvent de se faire un petit peu le capitaine de ce navire, de barrer un petit peu et de tenter de les instrumentaliser et de les manœuvrer. Ce qui explique aussi pour une part un certain mécontentement, une certaine crispation qui peuvent prendre des allures de crispation identitaire ou qui peuvent devenir vraiment des crispations identitaires, puisque voilà, il y a une dialectique assez complexe entre pas mal d'acteurs et voilà, qui crée des vexations, qui crée ce genre de choses. Est-ce que ça, c'est pas vraiment lié, pour le coup, vraiment à une tradition marxiste où il faut qu'il y ait un sujet révolutionnaire? Alors bon, c'était bien, avant c'était le prolétaire, ah bah maintenant ça va être le noir, etc. Est-ce que ce qui est pas, l'erreur commise, c'est pas justement, de ce gauchisme-là, c'est pas ça, c'est le fait de vouloir absolument présupposer qu'il y ait un sujet révolutionnaire a priori, ce qui est très différent que de voir l'événement, la plèbe, le surgissement, etc. Quoi. Enfin, le sujet révolutionnaire, c'est vraiment le doudou de la gauche, mais qui l'amène à faire que des conneries, par ailleurs. Oui, je suis assez d'accord. Toutefois, je pense que dans le cas comment dire, de la question noire, il y a quand même une nécessité. Il y a une nécessité de construire sinon un sujet révolutionnaire, ou en tout cas un projet qui, pour moi, doit prendre l'allure du projet panafricain, tout simplement parce que c'est une urgence et une nécessité, cet empuissancement de l'Afrique et de la diaspora. C'est-à-dire que le but, pour moi, c'est pas... Ce que je vois, c'est pas mettre trouver un sujet. L'idée, c'est pas de trouver un sujet révolutionnaire. L'idée, c'est de porter remède à la négrophobie. C'est de trouver une solution contre la négrophobie. Et ce que je disais hier dans une autre discussion, c'est que, de toute façon, la question du panafricanisme, c'est-à-dire l'Afrique, la diaspora, tout ça est une affaire tellement vaste que ça ne peut être qu'une question de fédération. La question n'est pas celle de l'unité. C'est facile de rêver à l'unité. On a plus peur de la multiplicité, y compris dans le champ du panafricanisme, on a plus peur de la multiplicité que de l'identité. Mais c'est ça la pédagogie du panafricanisme, c'est d'accepter la multiplicité des perspectives, des types de populations, des croyances, des religions, pour penser à ce projet de l'unification de l'Afrique qui, à mon sens, est le seul qui ait véritablement le potentiel pour enrayer la déshumanisation globale des Noirs.
Mais c'est autre chose, à mon avis, que de dire voilà, il nous faut un sujet. C'est pas qu'il nous faut un sujet, parce qu'il faut ce projet, c'est un projet de grande ampleur. Et comment dire, s'arrimer à l'événement n'est pas suffisant pour un tel projet. Il faut bien sûr profiter du Kairos, mais c'est un véritable projet à la fois politique, diplomatique, etc. Et qui, comment dire, qui est nécessairement plus vaste, parce que le dépeuplement du continent, parce que le colonialisme, parce que la déshumanisation ont causé tous les dommages qu'ils ont causés. Et donc, il y a nécessairement une espèce de dimension archaïque, si j'ose dire, de la politique, de dimension très 20e siècle, voire même très 19e siècle, je pense, de la politique noire et africaine, qu'on est obligé de garder, d'une certaine façon. Qu'on est obligé de garder parce que il s'agit du projet de construction de nouveaux ensembles politiques de vaste ampleur. Ou plutôt peut-être d'ensemble moyen ou petit interconnectés de manière à créer une puissance de plus haut degré. Et je pense que moi, enfin alors, ce que je trouve vraiment précieux en fait dans l'ontologie que tu fais, c'est qu'en fait ça part d'un élément, enfin ce que ça dessine, c'est quelque chose d'irréductible, enfin dans cette généalogie là, mais aussi quelque chose d'irrécupérable au sens de la récupération possible par la politique et tout ça. Mais l'autre élément qui me paraît très riche, en tout cas de notre point de vue, c'est la question du séparatisme. Et je trouve ça drôle parce que en France, le séparatisme, c'est vraiment ce qui, enfin, tu peux pas nommer, mieux nommer ce qui est le cauchemar en fait de la République. C'est l'idée que d'un seul coup, elle ne recouvre pas la totalité de la vie sociale, de la vie sociale et du réel. Et c'est marrant parce que donc, Idriss Robinson, dans le même article dont je parlais tout à l'heure, il dit, alors lui, depuis vraiment la situation, le vocable de guerre civile, qui aux États-Unis a un sens assez différent de celui que nous on utilise ici, mais il dit voilà, en fait, vu la taille des États-Unis, enfin vu la taille de ce pays, vu le bordel que c'est ce pays, grosso modo. L'échelle de l'État-nation du point de vue des insurgés n'a plus aucun sens. On ne retournera pas les États-Unis tout d'un coup, on ne prendra pas le pouvoir d'État aux États-Unis. Ce qu'il y a en fait à comprendre que la guerre civile latente aux États-Unis, il faut la tourner à notre avantage en fait. Et il faut réussir à penser la question révolutionnaire plus à partir des grosses entités nationales, étatiques, etc., mais à partir alors lui, il parle de fédération de communes, quoi. Et en fait, on gagne aux États-Unis qu'à partir du moment où on pense que pan par pan, on va reprendre des bouts des États-Unis, faire que le chaos que sont les États-Unis se retourne en fédération. Et ça, en fait, d'un seul coup, c'est vraiment un changement de paradigme pour le coup, parce que, du point de vue on va dire, de la pensée révolutionnaire occidentale, ou donc essentiellement du marxisme, on pense toujours en termes de grosses catégories, d'États, de nations, tout ça. Et là, tout à coup, il y a l'idée plutôt de fragmenter le monde. Et où là, d'un seul coup, tu vois, l'idée, c'est plus forcément, la fin du monde, c'est peut-être la fin d'un monde, et en fait, l'émergence de quelque chose de beaucoup plus multiple et plus le gros un, quoi, le monde qui englobe tout, mais tu vois, d'un seul coup l'émergence d'autres niveaux de la réalité en fait. Mais c'est vrai, l'extrême décentralisation, vraiment une extrême décentralisation des États-Unis rend ça possible et rend ça envisageable. Rend ça praticable, je pense. On le sait, c'est une décentralisation dont, venant de France, on a difficilement idée, quoi. On a difficilement idée du fait que voilà, la police du moindre patelin est absolument autonome, du fait que
à part, comment dire, à part prendre l'impôt de manière assez généreuse pour lui-même, le fédéral finalement n'a pas énormément d'impact sur la vie quotidienne des gens, que c'est l'appartenance à leur État, à leur ville, à leur communauté qui fonde la vie quotidienne des États-Unis. Donc, le empirical statehood, l'état empirique, comme on dit, c'est un concept de science politique que j'aime bien, c'est-à-dire comment est-ce que l'état se manifeste dans votre vie quotidienne. L'état fédéral dans la vie quotidienne américaine se manifeste pas, quoi. À part sous la forme de l'impôt, mais sinon ça va être les agents de police de votre ville que vous allez voir, ça va être les transports en commun de votre ville s'ils existent, ça va être les différentes infrastructures de votre ville si elles existent, en fonction évidemment des impôts locaux que vous pouvez payer, ce sera misérable ou ce sera mirobolant. Enfin, voilà, le niveau de décentralisation est extrême, et effectivement, je pense que c'est vraiment une espèce de... Il y a une tendance comme ça, une importance politique et intellectuelle de l'anarchisme aux États-Unis qui m'a beaucoup étonné, et de toutes ces ramifications, de tous les types de modes de pensée qui en découlent, jusqu'à évidemment le libertarianisme et l'anarchisme de droite, voire d'extrême droite, mais qui est dû, je pense, au fait que il est assez facile d'envisager de vivre à distance de l'État. Avec, bien entendu, cette nuance qui est plus qu'une nuance, qui est importante, qui est importante, qui est d'importance, que, malgré tout, notamment pour les minorités politisées, l'État, qui soit local ou fédéral, mais plus souvent local, va quand même assez aisément se manifester sous la forme d'une police, et d'une police militarisée. Et bon, je pense que ça c'est d'une certaine façon le grand défi. Et comment dire, j'ai assisté à des émeutes très impressionnantes à West Philly après l'assassinat d'un jeune garçon qui souffrait de schizophrénie, qui a été abattu par les policiers, un jeune homme noir. Il s'en est suivi une nuit d'émeute absolument gigantesque. La répression n'a pas été très brutale, n'a pas été très intense, parce qu'il y a une municipalité de gauche à Philadelphie, une femme noire comme procureur, qui tente de trouver des solutions alternatives. Donc la première nuit ça a été un peu hardcore, mais le lendemain ils sont arrivés un peu plus costauds, ils se sont dit bon, fini la chienlit, on va revenir quand même aux bonnes vieilles méthodes, fini le laisser faire, ça ne marche pas de les caresser dans le sens du poil. Donc bon, je sais pas trop ce que je voulais dire avec cette anecdote, mais c'est pour dire, je pense que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a toujours cette dialectique entre la possibilité de vivre à distance de l'État, à distance du pouvoir, et la capacité pour ce dernier à nous rattraper. Mais il y a sans doute des endroits. Voilà, c'est Philadelphie, bon, c'est un lieu qui a une histoire avec sa police et sa municipalité, enfin qui est une histoire très dure et qui est une histoire de violence. Et bon, je pense que la municipalité aujourd'hui essaie d'expier ça, mais n'arrive pas bien, parce que bon, les flics restent des flics, hein. C'est tout, mais sans doute à distance de cela, dans d'autres municipalités, en essayant de construire des communautés un petit peu différentes, dans des lieux qui s'y prêtent, avec des forces vives qui s'y prêtent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles aux États-Unis à cet égard, et pas que ce soit pas possible dans d'autres endroits du monde, dans d'autres pays. Mais je pense que effectivement, voilà, cette fondamentale décentralisation qui est intrinsèque et qui est assumée par absolument tout le monde, en tout cas essentiellement par la gauche, aussi ici évidemment par la droite et l'extrême droite. Il y a quelque chose à faire
dans ce sens-là. Il y a des possibilités, de vaste ampleur, à mon avis. C'était bien, non? Moi, j'ai bien aimé, hein. Bon. Vous m'avez filmé de la tête, là.